Salut à tous, c'est Palawan et on se retrouve aujourd'hui pour débriefer le 13e et dernier épisode de koh les armes secrètes, deuxième partie de la finale. Ça y est, on en a terminé enfin avec cette saison et cette fin de saison qui a été assez longue très franchement, mais c'est terminé, ça y est, on connaît la gagnante qui était donc Maxine. Et on va débriefer tout ça, on va débriefer cette deuxième partie de la finale. Donc comme d'habitude, je vais vous donner mon avis sur l'épisode. Ensuite, on reviendra sur les différentes phases qui ont composé l'épisode. Et puis, je vous donnerai mon avis sur la gagnante de cette saison. On va commencer par mon avis sur l'épisode. Et franchement, cet épisode était vraiment long, j'ai trouvé, notamment toute la phase en direct, où on a eu des séquences, voilà, pas forcément intéressantes. On a eu des séquences un peu où on avait, la Polynésie qui nous était présentée un peu en mode carte postale. On sentait vraiment le coup de pub un peu pour la Polynésie qui faisait partie du cahier des charges de TF1. Mais pour le coup, la finale en direct a été assez longue. Je pense que ça a duré au moins 1 heure avec les pubs, donc très franchement, voilà, c'était vraiment cette partie de l'épisode qui m'a un peu gêné. Mais pour le reste de l'épisode, bon, on a eu une épreuve des poteaux, pas forcément extrêmement passionnante, mais je vais y revenir un peu ensuite. On a eu ensuite un espèce de parcours du souvenir, mais avec les armes secrètes que j'ai trouvé particulièrement risible. Et la partie de l'épisode qui m'a vraiment intéressé pour le coup, c'était le conseil final, que j'ai trouvé moins fade que celui des saisons précédentes. Très franchement, j'ai plutôt apprécié ce conseil, même si je trouve que ça aurait pu être encore un peu rallongé, étant donné ce qu'on a vu ensuite avec le direct qui était vraiment inintéressant. Je trouve qu'on aurait pu, la production aurait pu peut-être moins couper, parce que manifestement il y a des choses qui ont été coupées, et je pense que c'était un peu dommage, mais on a pu quand même avoir des explications et des paroles un peu moins neutres que celles qu'on voit habituellement. Donc pour le coup, j'ai plutôt apprécié cette partie de l'épisode, et pour moi c'est ce qui tirait un peu cet épisode vers le haut. On va donc revenir sur les différentes phases de l'épisode, à commencer par les poteaux, cette fameuse épreuve des poteaux. Une épreuve des poteaux qui cette année, très franchement, n'était pas bien passionnante, tout simplement parce qu'on avait des candidats qui étaient quand même assez sages, un peu comme l'année dernière d'ailleurs, mais encore plus que l'année dernière, des candidats qui ne faisaient rien, qui ne parlaient pas, donc c'était assez compliqué. On a eu une épreuve forcément un peu raccourcie de ce fait-là, puisqu'il n'y avait pas vraiment d'interaction entre les candidats, ce qui rend des fois cette épreuve un peu plus intéressante. Je pense notamment à ce qu'on a vu justement lors de l'île des héros. On avait par exemple un Claude qui essayait de déconcentrer un peu ses adversaires, et quand il y a ces interactions là avec des paroles entre les différents aventuriers, et je crois que c'était aussi un peu le cas l'année dernière avec les 4 terres, c'est tout de suite un peu plus intéressant. Mais là on avait vraiment rien, il ne se passait rien, donc forcément ce n'était pas très passionnant pour une épreuve qui est déjà statique, mais en plus sans réelle évolution, parce qu'on n'a pas vraiment de souffrance des candidats. Enfin, ça peut arriver, on l'a vu un peu avec Jonathan, mais globalement, en général, ce qui se passe, c'est qu'on a des candidats qui se portent plus ou moins bien et qui, d'un coup, vont tomber pour une raison X ou Y. Donc voilà, c'est pas une épreuve très passionnante et avec un sens de la progression qu'on peut avoir sur d'autres épreuves statiques, comme par exemple le paresseux. Donc très franchement, les poteaux, déjà de base, n'est pas une épreuve très intéressante, mais en plus, quand il n'y a pas vraiment d'interaction entre les candidats, forcément, ça rend l'épreuve plutôt ennuyeuse. Mais en plus de tout cela, ce qui m'a vraiment dérangé cette année, c'est qu'on a eu une épreuve encore plus raccourcie que d'habitude, puisque Denis a donc ordonné aux candidats de rétrécir la surface de leur poteau beaucoup plus tôt que d'habitude. D'habitude, alors je n'ai pas forcément les heures en tête, mais pour moi le poteau ne commençait jamais à se réduire avant l'heure. Je pense même que c'était au bout d'1 heure et demie que la première partie du poteau était retirée. Là ça a été retiré au bout de seulement 45 minutes, donc c'était vraiment très court. Ensuite, jamais avant les 2 heures pour la deuxième partie. Là, au bout d'1 heure 30, on avait déjà enlevé la partie avant du poteau. Puis au bout de 2 heures, les aventuriers se retrouvaient donc sur la plus petite surface, le fameux carré de 10 cm de côté. Et pour le coup, c'est assez rare en fait qu'on ait des aventuriers qui se retrouvent à 3 sur cette partie-là. Bon, certes, ça n'a pas duré très longtemps puisque Jonathan est tombé directement après. Mais avoir 3 aventuriers qui tiennent sur ces 10 cm de côté, c'est suffisamment rare pour être signalé. Je crois que c'est peu arrivé dans les saisons récentes. Donc c'est assez intéressant de ce point de vue-là. Malheureusement, c'est arrivé beaucoup trop vite dans l'épreuve. Je ne sais pas pourquoi il y a cette volonté de la production de plus en plus au fil des années de raccourcir au maximum cette épreuve des poteaux. Ça ne nous permet pas évidemment de faire des points de comparaison entre les différentes saisons pour voir s'il y a un record ou non, parce que là par exemple, les aventuriers ont eu à tenir sur une toute petite surface
surface, alors que des fois au bout de 3 heures, ils n'ont pas à tenir sur une surface aussi petite, donc forcément ça rend l'épreuve impossible vraiment à comparer de saison en saison, et ça je trouve ça dommage. Mais en plus de ça, je trouve que c'est un peu vraiment injuste, déjà que les poteaux ne sont pas une épreuve très équilibrée, c'est une épreuve qui favorise forcément les petits gabarits, les personnes qui ont de l'équilibre, mais aussi les petits pieds. Là, plus vous raccourcissez rapidement justement la surface, plus vous donnez un avantage justement aux personnes qui ont des petits pieds. Donc franchement, je n'aime pas le fait de raccourcir autant l'épreuve, je ne comprends pas l'idée de ne pas voir vraiment une bataille, une guerre des nerfs qui se poursuit sur des heures. Pourquoi vouloir à tout prix raccourcir au maximum la durée des épreuves? J'avoue que je n'ai pas la réponse, mais très franchement j'ai trouvé ça très dommage et je ne comprends pas pourquoi la production s'obstine dans cette voie. C'est donc finalement Jonathan qui est tombé en premier au bout de 2 heures, mais comme je l'ai dit, sur la partie la plus réduite du poteau, et on a vu qu'il galérait pas mal déjà dans la demi-heure précédente, après avoir retiré la partie avant du poteau, et ça c'est assez logique, et c'est une erreur je trouve que font assez régulièrement les candidats, qui est justement au moment de retirer la partie avant, de trop se reculer vers l'arrière, si bien qu'au final ensuite ils n'arrivent jamais à retrouver complètement leur position, ils sont complètement en déséquilibre, ce qui était vraiment le cas de Jonathan cette année, on le voyait avec ses pieds qui étaient vraiment mal positionnés sur le poteau, et cette volonté de vouloir dégager la partie avant, des fois, se fait au détriment de l'équilibre sur le reste de l'épreuve, et là on voyait qu'il était vraiment les talons justement sur l'arrière du poteau, dans le vide, si bien qu'il avait vraiment du mal à trouver son équilibre. Mais ça a été assez impressionnant de le voir vraiment galérer, essayer de retrouver son équilibre, tenir comme ça pendant une demi-heure, c'était assez impressionnant. Ça prouve que c'était vraiment quelqu'un de redoutable sur les épreuves statiques, même s'il n'était pas forcément bon en équilibre. Et c'est assez dommage de l'avoir vu forcément tomber à ce moment-là, parce qu'à ce moment-là, on savait que voilà, il avait très peu de chances d'être choisi, il ne serait de tous les cas pas choisi par Lucie, et il semblait très peu probable que Maxime le choisisse, donc à partir de ce moment-là, on savait quelle finale on aurait, et on se doutait, enfin on savait même que Maxime l'emporterait. Donc à partir de ce moment-là, en gros, il devait être 21h40 à tout casser, on savait en gros qui allait gagner la saison, donc forcément ensuite le direct qui a duré très longtemps a fait que renforcer le sentiment que l'épisode était très long. C'est donc Lucie qui tombe finalement en second, et comme on pouvait sans doute s'y attendre, c'est Maxine qui remporte l'épreuve des poteaux. Ce n'est pas spécialement étonnant étant donné ses compétences en équilibre, même si on pouvait miser sur Jonathan qui s'était déjà illustré dans les épreuves justement de patience et de résistance. Cela étant dit, comme on l'a vu, comme la surface s'est réduite très vite, ça a été vraiment délicat pour lui de tenir, et forcément quand on est arrivé au carré de 10 cm de côté, c'était d'autant plus difficile pour lui de tenir étant donné qu'il était en difficulté dès le début de l'épreuve. Mais donc Maxine remporte l'épreuve et choisit finalement Lucie pour l'accompagner en finale, un choix tout à fait logique, tout à fait justifié par le fait qu'elle sait à ce moment-là que, sauf vraiment performance catastrophique au jury final, elle l'emportera, et à vrai dire je pense même que peu importe sa performance elle l'emportait, mais très franchement je trouve justement qu'elle n'a pas forcément complètement assumé son choix. On voit qu'elle a plutôt mis en avant des excuses un peu du style voilà la sportivité, donc prendre la personne qui était deuxième sur les poteaux, dire également que Lucie l'avait sauvé à un moment, ce qui n'est pas tout à fait vrai puisque Lucie avait plus sauvé le binôme du coup Jonathan Magali à ce moment-là, mais bon, dans tous les cas on sent qu'elle a essayé de trouver des excuses avant l'excuse du fait que finalement Lucie était très facilement battable en finale. Donc c'était voilà, pas forcément très honnête, mais d'un autre côté ça peut se comprendre dans une logique un peu de Koh-Lanta qui est très jouée au mérite, et où ça aurait pu lui être reproché justement en finale. On a vu qu'elle a ressorti le même argumentaire face au jury final, et finalement le fait qu'elle avoue en troisième lieu qu'elle l'avait choisi tout de même pour des raisons stratégiques, je pense que ça a suffi au jury final pour se dire que voilà, elle était quand même en partie sincère, même si je pense que c'était quand même la principale raison pour laquelle elle a choisi Lucie. Elle a tout de même admis au moins en partie que c'était à cause de cela, donc très franchement difficile de lui en tenir rigueur sur le coup. Deuxième partie de l'épisode, c'était le parcours du souvenir, et j'ai d'abord été très satisfait de voir qu'on allait avoir un parcours du souvenir parce que je militais pour son retour.
Pour expliquer un peu pour ceux qui n'auraient pas vu les anciennes saisons ce qu'est le parcours du souvenir, parce que je crois qu'on ne l'a pas eu depuis pas mal de saisons, mais donc le parcours du souvenir, en gros c'était un peu une séquence qui se déroulait justement avec les deux finalistes, où les deux finalistes en fait revoyaient un peu les portraits ou les flambeaux ou les foulards, peu importe, des différents aventuriers qui avaient participé à l'aventure et disaient quelques mots sur chacun des aventuriers. C'était l'occasion un peu de revoir chacun, de voir un peu comment la saison avait évolué, qui avait été éliminé en premier, etc. et un peu d'avoir l'avis des deux finalistes sur chacun des candidats. Donc ça c'était vraiment intéressant, et dans l'optique d'une finale scindée en deux, je trouve vraiment intéressant le fait d'amener ce genre de séquence qui peut apporter du contenu intéressant en plus. Mais là j'ai très vite déchanté, puisque finalement ce parcours du souvenir était un parcours du souvenir des armes secrètes et non des candidats. C'était vraiment assez ridicule, on a senti vraiment encore un forcing de la production pour nous faire adhérer à son concept qui, il faut le dire, n'a pas trop fonctionné sur cette saison, hein, très franchement. Je pense même qu'il a largement gâché une saison qui aurait pu être une excellente saison sans ses armes secrètes, puisque pour moi tous les bons twists de la saison, tous les meilleurs épisodes de la saison étaient justement ceux où il n'y avait pas l'intervention des armes secrètes. Ça j'y reviendrai un peu plus dans mon bilan de fin de saison qui sortira d'ici quelques jours ou quelques semaines. Pour ce qui est justement de ce parcours du souvenir, voilà, j'ai trouvé ça un peu risible. On sentait vraiment un forcing de la production sur ces armes secrètes qui ont gâché la saison, et je pense que ça a été ressenti franchement dans la fanbase comme un peu un dernier pied de nez de la production qui n'était pas très bienvenu. Troisième point, c'est le conseil final. Alors, un conseil final que j'ai trouvé, comme je le disais, plutôt intéressant. Pour moi, c'était vraiment la partie charnière de l'épisode et la partie la plus intéressante. On a eu droit vraiment à des explications, et c'était un peu moins consensuel, j'ai trouvé, que les années précédentes. On avait voilà un peu disons de la bienveillance, ou en tout cas que la production avait coupé, disons, les parties un peu les plus virulentes à l'égard des aventuriers. Là on a eu quand même des explications sans que ça tombe non plus trop justement dans le clash qui peut être un peu artificiel et pas forcément intéressant d'un point de vue spectateur. On a eu quand même des explications de fond entre les aventuriers, et ça j'ai trouvé ça assez intéressant. Même si, très franchement, voilà, il y a certains aventuriers qui se sont montrés particulièrement puérils. Je pense notamment à Frédéric et Hervé qui ont été particulièrement ridicules dans cet épisode, j'ai trouvé. Autant, voilà, on pouvait avoir encore quelques doutes un peu sur leur comportement dans le jeu, parce qu'on sait que en dehors du jeu, Fred et Hervé n'ont pas forcément eu un comportement exemplaire, mais dans le jeu jusqu'à présent, ça allait. Là, on les a vus vraiment assez ridicules, en particulier Fred qui a parlé beaucoup de valeurs, et je n'ai pas vraiment compris ce que les valeurs venaient faire dans un jeu à élimination directe. Moi, je trouve ça assez étonnant d'avoir justement un Fred et un Hervé qui semble être vraiment un fan du jeu et qui soit incapable de reconnaître que c'est un jeu d'élimination. Et même si évidemment Koh-Lanta a un aspect mérite sportif et mérite tout court avec l'activité sur le camp, etc., etc., ça reste un jeu d'élimination où il faut savoir faire de la stratégie, il faut savoir s'intégrer dans un groupe. C'est ça qui fait la qualité de Koh-Lanta, selon moi, justement son aspect multidimensionnel et le fait qu'on doive à la fois être performant sur le plan des épreuves et de la survie, mais aussi justement dans l'intégration d'un groupe et dans le plan du jeu, donc sur le plan de la stratégie. Donc c'est ça vraiment qui rend Koh-Lanta intéressant, et c'est toujours étonnant de voir des soi-disant fans de Koh-Lanta qui sont incapables de comprendre cette dimension, ou en tout cas qui sont incapables de comprendre cette dimension pour eux-mêmes, parce que ça ne posait pas vraiment de problème à Hervé de jouer le tour que les rouges ont joué à Candice, ça ne lui posait pas de problème tant que les stratégies n'étaient pas tournées contre lui, mais dès que ça l'a visé directement, très franchement, il s'est montré vraiment amer, et là on l'a vu justement lors de ce conseil final. Fort heureusement, Arnaud a su le remettre à sa place, en lui rappelant notamment à quel point il avait été hypocrite dans le début de l'aventure, ce que j'avais un peu oublié, je dois l'avouer, mais notamment en ne votant pas contre Candice, ou en ne votant pas non plus contre Magali, en cherchant justement à se donner une bonne image et en ne rompant pas certaines de ses promesses. Voilà, c'était vraiment une forme d'hypocrisie parce qu'il savait très bien que ces personnes-là sortiraient de l'aventure. Il n'a rien fait pour empêcher leur sortie, mais il voulait conserver une bonne image. Donc j'ai assez aimé cette intervention d'Arnaud qui a été assez juste et qui a vraiment assez justement défendu Laure et Maxine. Sinon, au-delà de ces règlements de compte entre ex-rouges,
on a eu des règlements de compte entre ex-jaunes, notamment entre Myriam et Lucie. Alors je pense que sur les règlements de compte entre ex-jaunes, on n'a pas tout vu. Je pense que Lucie a dû s'en prendre un peu plus dans la tronche que ce qu'on a vu réellement durant l'épisode. En tout cas, on a vu l'intervention de Myriam. Myriam dans son fameux style passif-agressif, qui lui sied si bien. Voilà, bon, je n'aime pas trop Myriam, je dois l'avouer, mais pour le coup, ça m'a fait assez marrer son intervention, la manière dont elle a été assez sèche, vraiment assez cassante avec Lucie. Et je trouve que d'ailleurs certains des aventuriers du jury final ont réussi à mettre le doigt sur vraiment le problème de Lucie durant cette aventure, qui a été de vraiment se baser uniquement sur ses émotions du moment. Et c'est dommage parce qu'on sait que c'est quelqu'un qui est capable d'avoir une vision de jeu, mais elle est retombée en quelque sorte, je pense, dans des schémas notamment d'enfance ou d'adolescence qui ont été assez pénibles pour elle, et manifestement elle ne s'en est toujours pas sortie, elle n'a toujours pas réussi à prendre la distance vis-à-vis justement de ces schémas un peu difficiles qu'elle a vécu durant son adolescence, tout ce harcèlement dont elle a été victime dans son adolescence, et donc elle est retombée un peu dans ces schémas de pensée, et elle a réagi finalement d'instinct en essayant de se protéger, et donc en éliminant les personnes qu'elle considérait être ses harceleurs. Donc ça peut se comprendre d'un point de vue humain, mais d'un point de vue du jeu, c'était vraiment une grosse erreur, plusieurs grosses erreurs même qu'elle a commises tout au long du jeu, et très franchement, elle s'est grillée, et je pense que voilà, Fred a assez bien résumé, même si je n'aime pas du tout Fred, mais je dois avouer que dans son confesse final, son confesse de vote, il a assez bien résumé la situation en disant que Lucie justement était un peu quelqu'un qui avait été utilisé par tout le monde. C'était un peu malheureusement le bouche-trou à la fois chez les jaunes et chez les rouges. Ensuite, quand elle s'était ralliée aux ex-rouges, et que finalement voilà, elle n'avait pas démérité parce qu'elle a essayé, elle a toujours été à fond dans le jeu et elle a essayé de faire ce qu'elle pouvait. Malheureusement, Lucie, c'est vraiment une des grosses déceptions de cette aventure. J'y reviendrai dans mon bilan final, mais je pense que c'était une des plus mauvaises décisions de la production de l'intégrer durant cette saison en retard. Mais dans tous les cas, pour ce qui est de ce conseil final, elle a sans doute reçu davantage de critiques et de reproches que ce qu'on a vu dans l'épisode. Mais malgré cela, et c'est à souligner, et c'est vrai aussi pour Maxine, elle a été capable de faire un speech au final que j'ai trouvé plutôt satisfaisant, même si personnellement, moi ça ne m'aurait pas vraiment convaincu. Je trouve que le discours final des deux aventurières, donc que ce soit Lucie mais aussi Maxine, était plutôt bien structuré. Je pense d'ailleurs que celui de Lucie avait été préparé en avance. C'est assez rare de voir ça, des fois on a des discours finaux qui ne sont pas forcément très aboutis, avec des aventuriers qui cherchent un peu leurs mots, qui ne savent pas vraiment quel aspect de leur aventure mettre en avant. Là j'ai trouvé que justement les deux regards qui avaient été portés, que ce soit Lucie qui essaye de jouer un peu la carte de l'outsider, un peu qui aurait réussi à se hisser jusqu'en finale, ou Maxine aussi qui a présenté un peu sa manière de jouer et sa vision un peu de l'aventure. J'ai trouvé que les deux discours étaient intéressants, même si moi personnellement ils ne me convainquaient pas spécialement parce que c'est pas deux aventurières qui m'ont particulièrement plu dans cette aventure. J'ai trouvé que c'était plutôt bien mené de la part des deux, et c'est assez rare pour le signaler pour un conseil final. Et enfin, on termine avec le dépouillement en direct. Là, ça a été très très long, on a eu plusieurs séquences vraiment inintéressantes. Malheureusement, je trouve que on n'a pas eu assez d'interaction entre les candidats, on n'a pas eu assez de questions pertinentes à certains des aventuriers qui auraient été intéressantes, je pense, d'avoir les opinions de chacun, peut-être de revoir un peu Aurélien. On a eu un peu quelques mots d'Aurélien, mais pas suffisamment. Ça aurait été intéressant de voir quel aurait été son regard finalement sur le reste de l'aventure à laquelle il n'avait pas participé. Donc j'ai trouvé ça un peu dommage qu'on n'ait pas plus les avis des uns et des autres, ça a été vraiment assez superficiel. Et puis on a eu plusieurs séquences assez ridicules, notamment une séquence sur la Polynésie, voilà, qui semblait faire partie du cahier des charges de la production, vraiment que ça faisait partie finalement du contrat qu'ils avaient signé avec la Polynésie. Voilà, en acceptant de venir tourner en Polynésie, il fallait faire un peu la promo de la Polynésie, et là ils l'ont fait vraiment, mais en long et en large. Alors autant je trouve que les paysages sont vraiment sublimes, mais j'ai trouvé voilà ces séquences vraiment, ça faisait du forcing un peu sur les paysages qu'on a déjà vu durant toute la saison. Bon, pas très original, et c'est un peu dommage je trouve. D'autant que je trouve que pendant cette saison, alors c'est sans doute dû au Covid, mais pendant cette saison on a assez peu vu de la culture polynésienne. C'est vraiment dommage parce que dans les anciennes saisons on se concentrait plus justement sur la culture du lieu où était tournée la saison.
Là, ça avait été un peu plus compliqué les dernières années forcément puisqu'on était toujours aux Fidji. Mais cette année, j'avais un peu d'espoir, même en période de Covid, de voir plus de la culture locale. Et là, ça n'a pas été le cas malheureusement, donc j'étais un peu déçu de ce point de vue-là. Et ça a été du coup encore plus pénible de voir ce forcing à la fin sur la Polynésie, alors qu'on en a finalement assez peu vu en dehors de ces paysages de cartes postales. Bref, dépouillement final et donc large victoire de Maxine, 9-4. Donc voilà, moi j'avais prédit du coup une large victoire de Maxine, même si j'ai été quand même un peu surpris par certains des votes. Par exemple Flavio, je pensais que Flavio aurait peut-être voté plus pour une Lucie, même si je n'étais pas certain, mais voilà, c'était disons un des votes un peu tangent et j'étais un peu surpris quand même qu'il bascule en faveur de Maxine. Et dans l'autre sens, Shanice, j'ignorais un peu dans quel sens elle basculerait. Je pensais que dans le quatuor, s'il y avait une personne qui allait voter pour Lucie, c'était Shanice forcément, parce que les trois autres étaient vraiment trop aigris contre Lucie pour voter pour elle. Mais j'ai été quand même un peu surpris que Shanice vote finalement pour Lucie, et ça prouve, je trouve, que Shanice n'est pas à mettre avec le reste du quatuor, même si elle a été un peu décevante dans cette saison et qu'elle a commis des erreurs. Elle est capable, contrairement aux trois autres, de prendre du recul sur le jeu, de ne pas se montrer vraiment puéril dans ses réactions, d'être capable de comprendre, même si on n'est pas d'accord avec les autres, de comprendre leurs décisions. Et ça, c'est ce qui m'a assez plu justement avec Shanice dans cet épisode final. Pour terminer, et donc avant, comme je le disais, mon débrief complet de la saison qui arrivera sans doute d'ici 1 ou 2 semaines, je vais d'abord dire quelques mots du coup sur Maxine, la gagnante. Et je dois avouer que c'est assez compliqué réellement de faire le bilan de l'aventure de Maxine, parce qu'on est pris un peu entre des positions extrêmes autour du personnage de Maxine. D'un côté, je pense que le grand public a plutôt détesté Maxine, vraiment c'est une gagnante qui est vue par le grand public comme une très mauvaise gagnante. Et puis de l'autre, on a quand même certaines personnes qui sont très fans de Maxine et qui ont tendance à un peu survaloriser, je trouve, sa victoire. Pour moi, la vérité se trouve un peu entre les deux. Maxime est loin d'être une mauvaise gagnante, et ça je tiens vraiment à le dire. Je pense qu'elle fait même plutôt partie des bonnes gagnantes de Koh-Lanta. Cela étant dit, ça ne veut pas dire pour autant que son jeu est parfait, loin de là. Il y a pour moi vraiment des grosses faiblesses dans son jeu, et même si c'est une gagnante vraiment intéressante et assez atypique, notamment dans la manière dont elle a été dépeinte par la production, pour moi il y a quand même des grosses lacunes dans son jeu, et très franchement j'ai l'impression que certains omettent un peu de mentionner justement ces lacunes dans son jeu. Alors tout d'abord, si on fait le bilan, Maxine, c'est un parcours qui est quand même assez impressionnant, puisqu'elle a été plusieurs fois dans la minorité, d'abord en pré-réunification chez les rouges, puis ensuite en post-réunification dans l'équilibre entre les jaunes et les rouges. Ça a été assez compliqué pour elle, mais elle a toujours réussi à s'en sortir, notamment grâce à son binôme avec Laure, qui était un binôme vraiment très fort. Elle a réussi plusieurs fois à se sortir de situations périlleuses, donc ça c'est vraiment un plus pour un gagnant. Et elle a réussi aussi à gagner 4 épreuves. Cela étant dit, on peut mettre une petite astérisque à ces 4 victoires, puisque ces 4 victoires en fait étaient toutes basées sur l'équilibre. Si on se souvient un peu de ces 4 victoires, il y avait donc tout d'abord la fameuse épreuve de l'équilibre sur l'eau, donc ça voilà, pas besoin d'argumenter, c'était de l'équilibre. Il y avait l'épreuve, si vous vous souvenez, on devait récupérer 3 anneaux, 3 bouées, et là c'était aussi une épreuve d'adresse, mais aussi une épreuve d'équilibre. On devait tenir sur ces plateformes qui étaient mouvantes sur l'eau, donc finalement voilà, l'équilibre l'a quand même aidé sur cette épreuve. Il y avait également le parcours en 3 ou 4 étapes, donc la fameuse épreuve des sacs, où non seulement elle a été avantagée par son petit gabarit et le fait que justement les autres aventuriers refusaient de lui donner des sacs, mais aussi par le fait que finalement le juge de paix de cette épreuve, c'est la poutre, et donc qu'il était forcément plus facile pour elle, ex-gymnaste, de traverser cette poutre. Et puis enfin la dernière épreuve, évidemment c'était des poteaux, pas besoin d'argumenter non plus sur l'aspect équilibre de cette épreuve. Donc finalement, sur les épreuves qu'elle a remportées, ce sont plus des épreuves, disons, qui étaient vraiment adaptées à son profil, et je trouve qu'en dehors de ça, même si elle a fait des bonnes performances dans les autres épreuves, et que c'est sans aucun doute possible l'une des meilleures sur les épreuves de cette saison, pour moi, je mettrais peut-être devant une Laure, par exemple, qui a été, je trouve, assez impressionnante, qui n'a remporté, il me semble, que 2 épreuves, mais qui a été souvent deuxième, y compris sur des épreuves qui ne lui semblaient pas du tout adaptées
à son gabarit, comme par exemple celle de l'étoile où elle a fini 2e derrière Jonathan. Elle a été assez impressionnante, elle a remporté le parcours du combattant. C'est vraiment une aventurière pour moi complète qui en plus n'est pas une sportive de haut niveau ou ex-sportive de haut niveau. Donc pour moi, je valoriserais plus justement une Laure par rapport à une Maxine. Bon, ça c'est plus du détail, disons qu'elle est loin d'être en reste Maxine sur ce plan du jeu. Cela étant dit, elle n'est pas non plus pour moi la plus performante dans ce domaine du jeu. Pour moi, la grande force réellement de Maxine, c'est son social. Elle a eu un social vraiment très performant et on sait que c'est sans doute ce qui compte le plus à Koh-Lanta. Ça a été assez impressionnant parce que son social lui a permis vraiment, alors pas que son social, parce que c'est aussi les aventuriers qui ont pris ces décisions et ces décisions un peu irrationnelles, mais disons que grâce à son social, elle a permis vraiment de faire dérailler les jeux de plusieurs aventuriers au cours de la saison, tout d'abord de Candice, mais aussi ensuite de Vincent et surtout de Lucie, ces 3 aventuriers qui quelque part ont un peu gâché leur propre jeu au service du jeu de Maxine, et pour convaincre des aventuriers de faire ça, même s'il y avait une part de hasard, de chance, de circonstances, il y avait aussi forcément un très bon social de la part de Maxine, et de ce point de vue-là du jeu, en dehors sans doute de Arnaud qui était le meilleur de ce point de vue-là durant tout le jeu, je pense que Maxine était vraiment parmi les tout meilleurs sur le plan social. Mais moi, ce qui me gêne un peu plus avec cette gagnante, c'est plus l'aspect stratégique du jeu, et autant je dois reconnaître que c'est plutôt positif, c'est une gagnante qui ne trouve pas que la stratégie est quelque chose à complètement bannir, voilà, c'est quelqu'un qui assume faire de la stratégie, et ça j'apprécie. Par contre, faire de la stratégie, ce n'est pas seulement être opportuniste et être capable à un moment donné de prendre la bonne décision, ça en fait partie évidemment, mais c'est aussi être capable de voir à long terme. Et plusieurs fois, et ça je n'en démordrai pas, elle a été incapable de voir à plus long terme, que ce soit elle ou Laure. Fort heureusement, elle est tombée dans une saison où la plupart des aventuriers étaient incapables de voir à long terme, et surtout une saison assez incertaine, une saison assez chaotique, qui a fait qu'elle a bénéficié à plusieurs reprises vraiment de concours de circonstances qui ont été dans son sens. Mais je maintiens que si on rejouait cette saison 10 fois, je pense que 9 fois sur 10, elle ne serait pas vainqueur de cette saison, et dans une autre saison, elle aurait eu beaucoup plus de mal justement. Je pense que dans une autre saison, voilà, on aurait eu beaucoup plus de chances qu'elle sorte assez rapidement à la réunification puisque le groupe jaune n'aurait pas explosé aussi vite. Donc voilà, c'est vraiment le fait d'être tombé dans une saison avec des caractères aussi forts qui lui a permis d'arriver aussi loin. Mais ça ne fait pas d'elle une excellente joueuse, ce n'est pas parce qu'elle a gagné la saison que son jeu est justifié, que son jeu était forcément le meilleur qui soit. Certes, c'est une joueuse qui a réussi à plusieurs reprises à se sortir de situations assez périlleuses, et notamment grâce à son social, mais aussi grâce à ses stratégies à court terme, mais sur le long terme, elle a été souvent incapable de voir plus loin que le conseil suivant, et ça c'est assez dommage, parce que ça aurait pu à plusieurs reprises lui coûter son aventure. Voilà, c'est tout pour ce dernier débrief de la saison. Comme je l'ai dit, d'ici 1 ou 2 semaines, il y aura une autre vidéo qui arrivera avec mon débrief de la saison complète. Je vous donnerai mon avis sur les armes secrètes. Je dois avouer que c'est une saison qui est vraiment très difficile à évaluer parce que il y a eu d'excellents épisodes et d'autres épisodes que j'ai trouvé vraiment assez mauvais. Donc c'est très difficile justement d'évaluer une saison qui a été autant en dents de scie. Mais on verra justement dans cette vidéo un peu ce que j'ai pensé de la saison, quelles sont pour moi les forces et les faiblesses de la saison. Mais pour l'instant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et puis à me laisser en commentaire votre avis sur cette finale. Qu'est-ce que vous avez pensé de la finale et surtout qu'est-ce que vous avez pensé de la gagnante Maxine? Est-ce que pour vous c'est l'une des toutes meilleures gagnantes de Koh-Lanta? Est-ce que vous jugez au contraire que c'est l'une des pires gagnantes ou est-ce que pour vous la vérité se trouve plutôt entre les deux? Donc n'hésitez pas à me donner vos opinions détaillées en commentaire et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao à tous.